Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bon, on arrive presque à la fin. Un beau sujet pour la fin, l'intelligence artificielle dans le milieu de la santé. On va essayer de vous entretenir avec une super belle brochette de gens que j'admire et que je respecte beaucoup et qui sont nos leaders et nos décideurs en termes d'innovation et d'IA au Québec. Je commencerai. Des personnes, c'est Luc Sirois, qui est notre innovateur en chef et qui pense à l'innovation à tous les matins. On a Anne Nguyen, qui, elle, est la directrice responsable de l'IA au Conseil de l'innovation. Et c'est aussi la personne qui se lève le matin et qui pense comment on fait avancer, comment on pérennise l'IA au Québec. Et on a aussi Daria Riabini. Hey, tu l'as eu. C'est bon. Je m'excuse, je la connais depuis longtemps et je massacre souvent son nom, je m'en excuse, qui est la directrice recherche collaborative au ministère de l'Économie et de l'Innovation, de MEIE. Donc, et qui est la personne qui aussi se lève le matin et qui essaie de penser comment elle peut stimuler l'industrie, comment, avec des programmes, avec l'industrie et la recherche, dans le terme de l'IA et du quantique aussi, essentiellement. Merci à vous trois d'être là. Mon nom est Alain Lavoie. Je suis président de l'Exwork AI, une petite start-up en IA au Québec. Et donc, on m'a demandé d'animer ce panel-là. Donc, pourquoi? Parce que je pense que je suis un petit peu impliqué dans l'écosystème avec les gens. Donc, on va commencer. Ah! Hey, Alain! Alain, si tu me permets, ben moi, j'aimerais ça aussi demander à tout le monde ici de se présenter. Ça fait qu'on va commencer à la personne à gauche. mais peut-être on pourrait faire ça vite parce que je m'étais dit, hey, qui est-ce qu'on a dans la salle? Alors, qui d'entre vous, à main levée, sont des gens qui sont plus des gestionnaires de cliniques, gestionnaires d'hôpitaux dans le milieu clinique, donc plus des gestionnaires administrateurs du milieu clinique? OK? On en voit un bon tiers, un quart, qui sont plus des dirigeantes d'entreprises technologiques, là, de technologie de l'information, qui font des produits, solutions, systèmes. OK, peut-être un cinquième. Cliniciennes, professionnels de la santé aussi. Donc, OK. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, vous, monsieur, vous êtes qui? T'as raison. Vous voyez que c'est un défi pour moi d'animer ce panel-là avec Luc. Et donc, on ne sait pas qui est l'animateur, qui n'est pas l'animateur, mais on va essayer. Vous allez voir, moi aussi, je vais répondre à des questions que je vais me poser. Luc, j'aimerais ça que tu te présentes à tout le monde. Qui est l'innovateur en chef? Oui, c'est quoi le rôle de l'innovateur en chef au Québec? De COSSE, c'est ça. Hein, COSSE, c'est ça. Ouais, de COSSE, c'est ça. Ben, l'innovateur en chef, hein, ça a été nommé par le gouvernement du Québec il y a quelques années maintenant pour essayer de focaliser sur d'essayer de soutenir le développement de l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. On est très fort en recherche au Québec, la recherche académique. On doit continuer dans cette voie-là. On a un scientifique en chef qui mène maintenant... comment s'assurer que dans l'industrie, dans la société, on crée des produits, on adopte des technologies. C'est le défi, puis c'est ce qu'on m'a demandé de porter. Et plus récemment, il y a la grande question de l'intelligence artificielle. Hein, le Conseil de l'innovation et le Forum IA ont fusionné pour se dire, bien, l'intelligence artificielle au Québec, c'est un des domaines stratégiques. Il faut l'amener à un plus haut niveau. C'est aussi Mais encore, le Conseil de l'innovation du Québec, ça fait quoi dans la vie? Bien, 13 sages qui ont d'abord comme mission de conseiller le gouvernement sur les... Alors, on a travaillé sur la grande stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation pour le MEIE, trouver les meilleures pratiques à l'international, sonder le terrain, amener des perspectives, benchmark, idées, études, données pour améliorer les choses, pour que le gouvernement puisse améliorer ses politiques publiques. Puis guider les entreprises, les référer, développer la culture d'innovation, l'écosystème pour soutenir les entreprises aussi. Donc, vous êtes un peu le think tank du gouvernement par rapport à penser, par rapport à l'innovation, puis vous lui suggérez des choses. Exact. Anne, tu es la directrice de l'intelligence artificielle au CIQ. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? Je pense à l'IA. Bon, tu l'as dit tout à l'heure. Donc,
Étant donné que l'IA a été intégrée au Conseil d'innovation, on comprend que c'est une transversale quand même. C'est un outil technologique qui va aider l'ensemble de la société québécoise au niveau de l'économie, de la culture, l'art, l'environnement. Et aussi, la question d'intelligence artificielle touche tellement des piliers essentiels dans la société. On dit l'intelligence artificielle, c'est arrivé à un moment où tout d'un coup, on a besoin de tout plein d'humains, tout plein d'experts pour réfléchir parce qu'elle a un impact sur le travail, la culture, l'environnement, la démocratie. Donc, moi, le matin, quand je me réveille, l'objectif, c'est de fédérer tous ces experts-là ensemble pour qu'on puisse avancer, créer des recommandations, mais les mettre en œuvre aussi. Par exemple, comment former la nation. Excusez-moi, depuis tantôt, j'essaie de me débarrasser d'un chat dans ma gorge. Je suis désolée, juste un instant. Et essentiellement, vous avez fait un grand rapport dernièrement sur... Oui, effectivement. Donc, on travaille sur 2 pans différents. L'année dernière, on a eu le grand mandat de faire une réflexion collective sur l'encadrement de l'IA. Et à travers cette réflexion collective, on est arrivé avec un rapport qui s'appelle « Prêt pour l'IA », qui réunit des recommandations autant sur encadrer l'IA, anticiper le changement, former la nation, propulser la R&D et aussi positionner le Québec comme leader. Puis, à partir de ce moment-là, on dit, il ne faut pas oublier qu'il faut encadrer, mais il faut continuer à adopter l'IA. Et c'est là le deuxième pan de mon travail. Donc, comment engager tous les pans de la société sur l'adoption de l'IA, mais de façon responsable. Puis cette consultation-là n'a pas été faite à moitié. Là. Vous avez consulté près de 300 personnes et réuni des experts aussi pour faire une grande réflexion de fond par rapport à ça. Je pense que la valeur distinctive du Conseil, ça a été ça. C'est s'être positionné comme très, très humble, très inclusif aussi dans cette réflexion collective et se dire, il n'y a personne qui connaît très bien l'intelligence artificielle. Donc, on est à un moment où on a réussi à réunir 15 co-responsables. Donc, j'en vois quelques-unes, Cathy ici, qui est là aujourd'hui. Donc, chaque co-responsable avait une grande responsabilité de parler aussi avec 250 experts, des juristes, des professionnels en gouvernance, des analystes en données, des citoyens. Et même des compagnies. Et même des compagnies, des grandes et petites. Ben oui, et des représentants des syndicats, du milieu artistique, de la démocratie, donc tous les leaders de différents domaines. Puis, il y a eu cette grand appel au public. On a réussi à collecter 420 contributions citoyennes, puis pas 420 contributions cyniques. Tu sais, c'était des gens qui voulaient vraiment mettre leur rapport dans cette réflexion-là. Donc, ça a été très constructif aussi de lire la population, comment qu'elle sentait l'importance d'encadrer l'IA. Puis, un grand forum public qui a réuni 1500 personnes. Une des choses, Alain, puis Anne, si je peux me permettre, c'est dans ce que le public nous a dit. Nous, on pensait que ça allait être justement des personnes cyniques qui avaient peur de l'intelligence artificielle. Mais au contraire, c'était très constructif parce que les citoyens nous ont dit « Attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. » C'est vendredi. il faut... On va tomber dans les péronistes, c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Mais il y a tellement d'avantages possibles, dont en santé, qu'il faut faire attention là, quand on va mettre des barrières. Il faut aussi pas empêcher d'avoir les bénéfices. C'est qu'avant d'aller prendre un verre de vin, pour faire la continuité, Daria, toi moi, je te perçois comme... tu es méconnu, hein, les gens ne le voient pas, mais tu travailles beaucoup en arrière-plan pour essayer de voir comment tu peux stimuler l'IA au Québec par des programmes, en essayant de faire des programmes, en essayant de prendre les joueurs et les mettre ensemble. Parle-nous donc de l'écosystème, essentiellement, en IA, puis comment tu stimules ces gens-là. Puis là, tu peux dire ce que tu veux. Hein? Moi, je pose une question. Oui. Écoute, j'ai pris des notes parce que c'est un petit peu comme une liste de remerciements. Il y a tellement d'acteurs dans l'écosystème. Il ne faut oublier personne, mais je suis sûre que j'en ai oublié. Là, ce qui est important pour les gens, c'est prenez des notes. Parce que c'est tout du monde que vous pouvez aller voir pour vous aider dans vos... on va parler de MedTech, inquiète pas, Annie Kim, c'est sûr. Déjà? Oui, la fin de ma liste. Si dans les notes, on manque quelque chose, contactez-nous, puis on va vous mettre en contact avec les bonnes références, là, les bonnes sources. Oui, effectivement. Aujourd'hui, je suis prise en sandwich entre 2 animateurs, mais aussi entre Conseil de l'innovation puis Conseil de l'innovation. Je me sens très bien. Donc, moi, c'est ça mon rôle au ministère de l'Économie, Innovation et l'Énergie. Donc, je suis la directrice de recherche collaborative.
au sein du secteur de la science et de l'innovation, qui, lui, porte la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, SQRI au carré, et plus particulièrement, notamment, donc, le soutien à la recherche et l'innovation en intelligence artificielle. Donc, depuis 2016, l'écosystème s'est développé, s'est solidifié énormément, puis le gouvernement a été très, très présent, en fait, pendant ces dernières années. Depuis 2016, le gouvernement du Québec a investi plus de 800 millions dans l'écosystème. Et du côté du fédéral, il y a eu aussi des investissements, dont 900 millions spécifiquement sur les territoires du Québec. Donc, c'est sûr que ça a été très aidant là, pour le développement de l'écosystème. Et d'ailleurs, l'analyse Global AI Index menée en 2021, c'est ça? Par la firme Tortoise, 2021, place le Québec au 7e rang mondial en intelligence artificielle et plus particulièrement en recherche, c'est au 5e rang mondial. Il faut savoir qu'on s'est positionné par rapport à des pays, essentiellement. Et le Canada se positionne 4e, et je dis souvent, il y a probablement beaucoup du Québec dans ça pour l'aider à monter à 4e. Ouais, nous, on aime ça penser que c'est le Québec. Oui, c'est ça. On est un petit peu biaisé, mais il faut attention, il y a des repos aussi à côté de nous. Mais on jase entre nous. On jase entre nous, c'est ça. Donc, c'est quoi l'écosystème IA? On compte plus de 80 institutions de recherche, donc les différents groupes de recherche en intelligence artificielle au Québec, près de 475 entreprises qui développent les applications en intelligence artificielle et plus de 100 fournisseurs de services spécialisés en intelligence artificielle. Donc, on parle d'un écosystème très, très riche. J'ai ma petite liste, Alain, là, si tu permets. Oh oui, vas-y. Où se trouve l'expertise en intelligence artificielle au Québec? Peux-tu lever la main? J'oublie personne. Non, OK, c'est correct. Ah. C'est une blague, j'ai levé la main. C'est juste pour dire où se trouve l'expertise. Chez toi? J'essayais de... Notamment. Oui, notamment. Notamment, c'est ça. Donc, l'Institut de la valorisation de la donnée, IVADO, qui est porté par l'Université de Montréal et qui regroupe les chercheurs en intelligence artificielle dans 5 universités québécoises, Polytechnique Montréal, HEC Montréal, Université Laval et McGill. Institut québécois d'intelligence artificielle, MILA. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de son directeur scientifique, Yoshua Bengio. Oui, c'est ça. IVADO Labs, qui développe les solutions IA pour les entreprises, travaille beaucoup avec les grandes entreprises sur les grandes solutions. Centre de recherche de l'informatique de Montréal, CRIM, qui travaille beaucoup avec les PME sur des solutions concrètes en intelligence artificielle. Les centres collégiaux de transfert technologique, donc communément appelés CCTT, qui sont partout sur le territoire. Jacob, en fait, qui est vraiment spécialisé en intelligence artificielle, mais il y a plusieurs autres, en fait, qui font partie d'une coalition, d'une association des CCTT en intelligence artificielle, Forcia. Les squads numériques, ça, c'est plus en lien avec l'OTN, donc l'offensive en transformation numérique, et Forcia, donc spécifiquement en intelligence artificielle. Scale AI, la supergrappe en intelligence artificielle, et bien sûr, l'ensemble des PME québécoises développeuses des solutions IA. Puis là, vous avez un fier représentant, Alain. C'est important d'utiliser les PME québécoises parce qu'on a une belle grappe en PME. Des fois, on les oublie par rapport. Ils travaillent aussi avec les très, très grands joueurs, mais c'est bien de les utiliser. C'est une belle expertise qu'on a ici au Québec. On continue? Oui, comme Daria a dit, il y en a 500. Oui. Regardez, on a un beau répertoire de l'ensemble de ces entreprises, organismes-là. Et en ligne, on a au Conseil d'innovation, si vous regardez sur le site conseillère en innovation du Québec, ces gens-là vont pouvoir vous aider à trouver la bonne organisation. La vitrine IA en ligne permet de trouver les bonnes entreprises aussi. Il y a 730 entreprises développeurs de l'IA. Ouais, c'est rendu à 730. Moi, j'ai des mauvais 730, chiffres. Moi. Bon, c'est mieux que je pensais. On est humble en plus. Hein? Il y a une version électronique de ce livre-là. C'est un livre qui a été conçu en collaboration avec Luc, avant qu'il soit innovateur en chef, il me semble, de mémoire. Mais c'est une très belle initiative. Et c'est des agents, des acteurs qui sont là pour aider le milieu preneur à développer des innovations ou à les adopter. C'est vraiment ça le message que tu nous amènes, qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources et des entreprises fort dynamiques. Oui.
Donc, ça, c'est les ressources où se trouve l'expertise en intelligence artificielle, mais des fois, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas à qui parler, qui pourrait nous aider d'identifier c'est quoi notre besoin, puis comment on peut trouver une solution à notre besoin. Donc, pour ça, il y a énormément d'acteurs d'intermédiation, donc les organismes, les personnes qui accompagnent les entreprises, puis aussi les adoptants, les gens qui veulent essayer les technologies. Je vais en nommer quelques-uns. Santec, un des 10 meilleurs incubateurs au monde qui accompagne les startups en intelligence artificielle. Centre d'entreprise et d'innovation de Montréal, CEIM, qui offre de l'accompagnement personnalisé pour les entreprises qui développent l'IA. NextAI et Creative Destruction Lab, qui sont portés par HEC Montréal, donc spécifiquement les programmes pour les startups en intelligence artificielle pour démarrage et croissance. CTS Santé, ça, c'est un accélérateur d'entreprises en santé, donc particulièrement Ils ont fait une belle annonce ce matin avec, avec le ils sont là. oui, pour une vitrine de technologie pour la santé en région. Magnifique. Donc, et c'est sûr que moi, je suis la directrice de recherche collaborative, donc il faut absolument que je parle de la recherche collaborative. Les RSRI, regroupements sectoriels de recherche industrielle, qui sont des mandataires du gouvernement pour stimuler l'innovation dans les entreprises par biais de la recherche collaborative. Donc, les collaborations entre les centres de recherche universitaires ou collégiaux et les entreprises pour développer des nouveaux produits et procédés. Donc, ils ont leur réseau d'entreprises, ils connaissent l'expertise en milieu académique, ils font beaucoup de maillage, puis ils trouvent des opportunités, puis aident en fait les entreprises puis les milieux-preneurs de monter les projets qui vont développer les nouvelles solutions, notamment en intelligence artificielle, mais beaucoup aussi en technologie médicale. Et là, je parle de MedTech, qui est là aujourd'hui. Annie Kim, il faut... là, fais coucou, Annie Kim. Lève-toi. Lève-toi. Kia 103, hein, c'est ça, Kia 100. Kia 103. Donc, MedTech, c'est un des 9 regroupements sectoriels de recherche industrielle. Puis, il y en a aussi un autre qui est plus en technologie numérique, qui est Prompt. Mais je pense que pour vous, MedTech, c'est vraiment votre meilleur ami. C'est le naturel, dans le fond. C'est vers là qu'il faut aller. Donc, vous voyez, dans un premier segment, l'idée était de vous montrer l'écosystème riche qu'on a au Québec, qu'on a le CIQ, qui est un organisme qui pense comment ça va avancer, ça quoi être le futur en IA et en santé, et surtout, Anne et Luc, on va en parler dans le deuxième segment, mais vous venez pas mal du monde de la santé, vous allez pouvoir parler aux gens. Mais ceci dit, je suis dans la salle, les gens, ils veulent demain matin... ils ont un projet, une idée, ils cognent où exactement? On vient de le dire, je pense, mais je veux le répéter parce qu'en cognant sur le clou, ça finit par rentrer. Là. Oui. Mais écoute, je vais répéter encore une fois. MedTech Plus, donc c'est un RSRI, le maillage, la recherche collaborative. Et je dois dire que MedTech Plus travaille très fort avec l'écosystème d'intelligence artificielle. Il développe une collaboration, étroite collaboration avec Ivado, que j'ai mentionné tout à l'heure, et s'intéresse aussi particulièrement à l'intégration des innovations dans le réseau de la santé, notamment Première ligne en santé. Collabore beaucoup avec le Bureau de l'innovation du ministère de la Santé et Services sociaux pour trouver les meilleurs moyens donc, de tester les nouvelles technologies, de développer les nouvelles technologies. Donc, allez absolument les voir. Mais on peut aller aussi, on peut aller vous voir, Anne, chez vous, à CIQ aussi? Oui, mais moi, je veux prendre une autre direction si ça te dérange. Bien, vas-y. Merci à Marco, il m'a apporté une pastille. Là, ma voix est revenue, donc je vais pouvoir vous parler comme il faut. Je pense quand même que le premier endroit où aller cogner, c'est dans les départements. C'est aller sur le terrain puis demander où est-ce qu'on peut faire de l'innovation, puis sentir le pouls aussi. Puis ensuite, on remonte et on regarde la stratégie puis voir où est-ce qu'elle peut s'inscrire. Je pense quand même que faire de l'innovation, il ne faut pas en saupoudrer comme des confettis, de la même façon qu'on entend parler d'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut faire attention avec ces mots-là puis de le faire intelligemment pour faire de l'innovation durable. Donc, je pense que pour monter un dossier, parce que c'est énergivore quand même monter un dossier pour le présenter, si on n'a pas toutes les parties prenantes, on va se retrouver avec un financement, mais pas les bras nécessaires pour le mettre en œuvre. Et c'est là, en fait, qu'il y a quand même une dichotomie entre le vouloir et tout d'un coup, quand l'argent arrive, mais on n'a pas les mains nécessaires. Un des enjeux, juste avant, Luc, un des enjeux qu'on a en IA, c'est souvent qu'on est dans un...
on flirte avec la science-fiction aussi en IA. Et ce que tu nous dis, c'est très important parce que moi, j'ai souvent... Il ne faut pas être dans un mode où on a un médicament puis on se trouve une maladie. Il faut partir de la maladie puis voir s'il y a un médicament en IA qui pourrait aider dans ce contexte-là. Donc, c'est la façon de penser, essentiellement. Et ce que tu dis, c'est très important. Donc, vous regardez, vous dites, j'ai une douleur, là, c'est peut-être une mauvaise traduction, mais j'ai une douleur, je veux véritablement Il y a un problème à régler. Oui. à le régler. Oui. Comment je peux le régler? Et là, on se retourne vers les RSRI, les Là, experts. c'est important domaine. de réaliser, peut-être qu'il y a déjà des solutions qui existent. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se retourne vers notre fournisseur de solutions, si on en a déjà un, ou peut-être qu'il y en a, de voir qu'est-ce qui existe sur les tablettes ou qu'est-ce qui existe dans le carnet de développement de nos fournisseurs de services, fournisseurs du dossier médical électronique, fournisseurs du prescripteur, du système de facturation, en pharmacie, dans le DCI ou tout ça. Déjà, il y a peut-être quelque chose qui peut régler cette douleur-là, hein, ce problème qu'on veut régler là, ou qui est peut-être en train d'être développé. Dans les cas où, ben non, ça n'existe pas, c'est pas là, bien là, ensemble, on peut aller voir les acteurs qui peuvent développer ces innovations-là, des nouvelles solutions. On en a plein au Québec avec le fournisseur, avec le milieu académique, avec les acteurs d'intermédiation qu'on vient de nommer. Donc, première étape, on va voir dans nos départements les problèmes. Deuxième étape, on demande à nos fournisseurs de services, pourrais-tu régler ce problème-là? Est-ce que l'IA pourrait aider? Ça peut les aider à faire les prochaines versions de leur logiciel. Si ce n'est pas le cas, on peut se retourner toujours vers les RSRI ou Ivado pour dire est-ce que quoi qui pourrait exister ou qui s'en vient dans ce contexte. Qu'on pourrait développer ensemble et tout Oui. ça. Et il y a du financement pour ce faire. Sais-tu, Alain, combien il y a de programmes de financement pour aider à payer le projet de développement de ces nouvelles solutions-là au Québec? Il y a 200, il ne faut pas que je me trompe de chiffre, là, 253 programmes de financement pour aider à payer des développements de nouvelles solutions comme ça. Ça fait que, au point de vue de l'argent, c'est souvent pas l'argent qui manque. Il faut trouver le bon Il programme. faut le bon problème, les bons acteurs, puis ensuite poser les bonnes questions, puis d'aider à trouver ces sources-là, parce que les dirigeants, dirigeantes ne le savent pas que c'est là, puis ils n'ont pas juste ça à faire, là, hein, de passer le temps à surveiller les programmes qui existent, les appels à proposition, tout ça. Fait qu'en appelant un intermédiaire, eux, on pourra le trouver. Donc, le premier message qu'on voulait passer à tout le monde, c'est il y a de quoi qui se passe au Québec. On est bon. On est à un jet de pierre de peut-être un expert qui peut venir nous aider. Profitons-en. On a des sous pour le faire. Profitons-en. Le deuxième volet, c'est qu'il y a une étude, on va parler plutôt d'exemples concrets, puis j'aimerais vous entendre, Luc et Anne, là-dessus. Il y a un rapport de Grandview Research qui disait que la taille du marché mondial de l'IA dans les soins de santé est estimée à 19 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance composé de 38,5 d'ici 2030. C'est quand même très impressionnant. La santé, c'est le secteur où l'IA performe le plus. Peut-être pas au Québec, peut-être pas au Canada, mais c'est très certainement de façon mondiale, on le voit. J'aimerais vous entendre là-dessus sur des exemples à la lumière de ces statistiques-là. Qu'est-ce que vous en pensez, puis comment on peut se positionner? Bien, Anne va sûrement avoir des exemples précis dans la santé, j'en aurai certains. En passant, quand tu dis, nous, la santé, c'est important pour nous, c'est vrai, on est chef de l'IA au Québec, puis innovateur en chef, mais avant ça, on a fait toute notre carrière, nous, dans le secteur de la santé. Moi, ceux qui me connaissent le savent. J'ai été un entrepreneur de MedTech moi-même, là, qui a créé une nouvelle technologie pour le traitement du cancer qui est en vente encore aujourd'hui partout dans le monde. Et puis, j'ai contribué toute ma vie, j'ai pas mal passé mon temps à développer ou faire développer ou aider à faciliter les gens qui veulent développer des solutions technologiques ou sociales pour la santé. Puis Anne, personne extraordinaire, on parle de l'Institut de cardiologie de Montréal, le CHUM plus récemment, là, on est de ce milieu-là.
Mais de façon plus générale, on est quand même au tout début. Là. On dit 19 milliards comme marché de l'IA. C'est tout petit, dans le fond, quand tu regardes le marché mondial, c'est tout petit aujourd'hui parce qu'on est au tout début. Il y a 3 types d'IA qu'il faut penser. Il faut penser que tout ce qui est l'usage des données, tout ce qui est la gestion opérationnelle, d'être capable d'utiliser ces données pour bien gérer sa clinique, son département, le flot opérationnel et tout ça. Et ça existe depuis longtemps. Donc ça, on a au Québec, dans l'ensemble des entreprises, ça représente seulement entre 6 et 15 des entreprises qui ont vraiment capitalisé là-dessus puis qui ont adopté des solutions comme ça. Et c'est vraiment pas assez. Parce que ça, tout le monde devrait faire ça. Ensuite, il y a de l'IA qui peut permettre, avec les modèles d'apprentissage profond, de prédire. Donc, l'aspect, une fois que tu as les données, d'autres données externes, prédire des situations pour les anticiper, mieux les faire. Et là, il y a tout un autre domaine d'application dans le domaine médical qui est fascinant, mais là aussi, mauvais usage. La nouvelle shiny object, là, ce qui nous fascine tous, l'IA générative maintenant, la capacité des grands modèles de langage qui permettent d'utiliser le savoir et de générer des réponses à des questions, à des prompts en assemblant les connaissances passées ou les créations passées. C'est fascinant. Puis là, on s'approche vraiment de la science-fiction. Mais là, on est au tout début, tout premier balbutiement de l'adoption de cette dernière vague-là. Je suis contente que tu amènes le réalisme de où on est rendu au Québec. Parce que moi, j'avais préparé une liste d'exemples, mais j'ai décidé d'effacer mes exemples parce que je suis arrivée un peu plus tôt et j'ai fait le tour des kiosques. Donc là, je me suis dit, je vais y aller incognito avec une robe jaune. Donc, j'ai fait le tour des kiosques quand même. Puis, les gens qui ne me connaissaient pas, je commençais à poser des questions. Puis là, tout d'un coup, les gens me disaient « Ah, on fait plein de projets IA, etc. » Et tout d'un coup, je me présente. Ils ont dit « Oh non, mais on est vraiment au tout début, là. » Puis, les gens commençaient à être un petit peu plus gênés. Et moi, j'étais quand même contente qu'ils soient capables de me présenter ces projets-là. Et c'est normal qu'on soit au tout début. Donc, les exemples que j'ai trouvés vraiment extraordinaires, CœurWay, un assistant 100% bilingue pour faire les notes. Puis, non seulement bilingue, mais comprend le québécois. Et je pense que c'est assez... Puis ça fait sourire, mais ça, c'est le cœur même d'une société. Quand on est capable d'aller dans le raffinement de la langue, c'est à quel point on est rendu avancé dans l'intelligence artificielle. C'est un outil qui écoute la rencontre patient, puis qui va transcrire pour générer la note. Puis cette transcription-là n'est pas obligée de se faire de façon ordonnée. Donc, un médecin n'est plus obligé d'utiliser l'outil comme une distraction à côté. Il peut simplement parler et les notes vont s'ordonnancer d'une certaine façon, tout dépendamment de la façon qu'il aurait dit. Est-ce qu'il parle du pronostic, est-ce qu'il parle du médicament et de façon naturelle va se placer au bon endroit. Ensuite, là, c'était pour moi la zoothérapie, mais ça, il n'y avait rien en IA dedans, c'était juste très mignon. Bonjour Santé, donc, qui sont en train de développer la boussole pour la pertinence des soins. Donc, tu sais, on parle toujours qu'on est engorgé, les patients ne savent plus où aller, mais grâce à la boussole, ils vont pouvoir être dirigés au bon endroit selon la pertinence puis selon le niveau de soins qu'ils ont besoin. Et Alaya Care, qui font déjà de l'optimisation de route, prévision sur l'état de santé et même qu'ils poussent, ça, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'ils ont réussi à regarder la satisfaction de leurs employés. Alaya Care, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil pour équiper le personnel soignant sur la route et dans les soins à domicile. Donc, ils optimisent Exactement. Donc, comme vous voyez, c'est assez diversifié. Puis là, on voit une notion d'optimisation. Puis c'est ça dont il ne faut pas se priver. La partie de base, d'utiliser l'intelligence que les données nous donnent, sans intelligence artificielle, juste de comprendre dans le scheduling, je m'excuse, tout ce qui est prise de rendez-vous, la cédule et tout ça. La gestion des horaires et tout. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire à partir des informations. Hey, moi, l'exemple que Alain, je capotais. À l'époque, là, quand j'animais à Hacking Health, il y a des gens qui ont créé un système, qui ont déployé dans les cliniques. Et là, ils connaissent par médecin, par heure de la journée,
par code de facturation, par billing code, puis donc type de rendez-vous, la durée des rendez-vous. Ils mettent aussi la température. Et là, ils savent que pour tel médecin, tel rendez-vous va prendre 7 minutes le matin, 8 minutes le midi, 13 minutes l'après-midi. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est plus long le matin, c'est plus etc. en fonction. Et là, ils arrivent donc à placer des rendez-vous comme ça, où les patients n'attendent qu'une seule minute pour que le médecin apparaisse dans leur salle. C'est aussi un autre modèle Pourquoi inversé. c'est plus long en après-midi? Il est fatigué? Ben, c'est ça. Il y a toutes sortes de phénomènes. Des fois, il y en a qui sont plus fatigués ou il y en a qui prennent plus de temps. Mais justement, on n'a pas besoin de le fait que les données soient là, sans intelligence artificielle, juste de comprendre les données, juste de présenter à qui ici, dans sa clinique, a eu déjà l'idée de dire hey, je vais présenter, mettons qu'on a dans une grande clinique, disons, une quinzaine de médecins. Puis moi, je gérais des cliniques un petit peu plus grosses. On avait une 60aine de médecins généralistes. Là, c'est quand même pas mal dans notre GMF. Et puis, on les a juste ordonnancés par nombre de patients vus à l'heure. Premièrement, il était bien en maudit qu'on fasse ça. Là. Mais ça l'a soulevé un dialogue. Et aucune intelligence artificielle dans ça. Là, donc. Mais tu m'interpelles parce que une chose que j'aimerais parler, parce que ça me tient à cœur, on parle beaucoup. Qui connaît Yoshua Bengio ici? Qui connaît Gilbert Laporte? Oh, pas grand monde, hein? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un grand pôle en IA avec le MILA, mais on a aussi un grand pôle, la recherche opérationnelle. Là, vous allez dire de quoi il parle, mais on a un très grand pôle au Québec qui est la recherche opérationnelle. Ça, c'est un mélange de mathématiques et d'informatique et qui s'occupe de faire des horaires de médecins, des horaires de la Ligue nationale de hockey ou des horaires, peu importe, ou des horaires de chauffeurs d'autobus avec Giro, qui est une des grandes compagnies. Le personnel des entreprises aériennes. Et il faut savoir qu'on a la plus grande concentration de chercheurs au monde en recherche opérationnelle à Montréal, pas depuis hier, mais depuis 40 ans. On a attiré les meilleurs chercheurs. Et le fait d'avoir la recherche opérationnelle, parce que tu parlais des horaires, parce que ça me touche. Moi, je suis un RO, je suis un recherche opérationnel de base. Je faisais des horaires pour les résidents de médecine en 1989. Ça me vieillit pas mal, mais bon, c'est ça. Et essentiellement, en mettant ces deux pôles-là, Yoshua, Gilbert Laporte, c'est le chercheur le plus influent au monde en recherche opérationnelle et le plus prolifique. Donc, on a deux grandes superstars. Et quand on met ces deux mondes-là ensemble, fait qu'on est un pôle unique dans le monde. Parce qu'on pourrait dire, hey, on est chauvin, on pense qu'on est bon, puis on est quatrième et tout. Mais quand tu les mets ensemble, c'est vraiment important, ces choses-là. Donc, je voulais juste amener cette anecdote-là parce que tu as ouvert la porte sur les horaires et moi, je veux parler de ces gens-là. Ivado, c'est principalement des gens en recherche opérationnelle, mais le directeur scientifique, c'est Yoshua Bengio aussi, qui est le directeur scientifique. Fin de la parenthèse. Des exemples. Mais au moins, vous saurez qu'on est bon en recherche opérationnelle et en intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver. Ivado, ça veut dire l'Institut de valorisation des données. C'est ça qu'il faut faire. D'abord, valoriser nos données, être capable de les utiliser pour être plus performant sur des choses opérationnelles avant même d'aller sur le côté médical. Ça peut nous aider beaucoup. Vous en avez beaucoup de données dans vos cliniques, vous en avez beaucoup, donc il y a probablement de quoi, mais avant tout, regardons le problème et qu'est-ce qu'on peut faire avec après. J'aimerais aller dans, à moins que vous ayez d'autres choses à dire, mais j'aimerais aller... J'ai une dernière chose à dire, parce que tu as nommé, vous avez nommé beaucoup de choses, mais c'est juste, c'est comme une phrase clé là, que je pense qui est importante quand même à se remémorer. Tu sais, on a la continuité des soins, doit aller avec la continuité opérationnelle. Puis le fil conducteur des deux, c'est la donnée. Donc, avoir une saine gestion de la donnée, une bonne gouvernance de la donnée, là, on va pouvoir faire de l'IA qui va faire avancer le réseau de la santé. Mais pensez-y bien, parce que parfois, on dit, la continuité des soins, la continuité... Mais ce que tu viens de dire, c'est super important aussi de penser à la continuité opérationnelle. J'aimerais aller... il nous reste 22 minutes et je sais qu'on peut partir. J'aimerais penser plus au futur maintenant et aller dans notre troisième segment qui est un peu d'essayer de se projeter dans le futur. Puis de voir
qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur pour le monde de la santé, même si on n'a pas de boule de cristal, même si ça va très vite puis ça change à peu près à toutes les 2 semaines, essentiellement. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Daria, comment tu vois le futur de... Comment je rêve le futur? Oui. Mais moi, je pense particulièrement dans le domaine de la santé, l'utilisation de l'intelligence artificielle peut accélérer, peut vraiment, vraiment changer la vie des patients. Donc, c'est beaucoup aussi l'impact social, là, pour moi, qui est important. Donc, moi, mon rêve, c'est que, mettons, dans 3 ans, 90% des personnes dans la salle ont essayé, ont utilisé l'intelligence artificielle ou ont eu un contact avec quelqu'un qui l'a fait et qui ont commencé à réfléchir là-dessus. Pas de pression, Annie Kim. Mais mon rêve, c'est... Je pense que si tout le monde s'y met de façon responsable, naturellement, on peut avoir un impact social vraiment extraordinaire. Ça va changer nos vies en tant que citoyens. Moi, j'ai le même souhait depuis toujours, puis moi, ça ne change pas à chaque 2 semaines. C'est... quand j'ai commencé la transformation numérique, j'ai toujours pensé que l'hôpital de demain, c'est un hôpital vert et un hôpital très zen. Puis pour moi, je pense que ça doit rester dans cette zénitude-là, une belle relation avec le numérique, une belle relation avec la technologie, une belle relation pour nous permettre de l'oublier un petit peu. Tu sais, quelque chose qui, de côté, qui fonctionne bien, qui te permet de te reconcentrer sur l'humain, le professionnel avec son patient. Et moi, je pense qu'on doit le garder en tête, surtout avec ce que la technologie nous amène. Je pense que l'IA est en train d'aider la transformation numérique. En transformation numérique, je me souviens, il y a 7 ans, je me faisais regarder vraiment bizarrement quand je disais hey, « il faut investir 50 000 $ en gouvernance de la donnée ». Le monde riait de moi. « Hey, Anne, c'est pas fonctionnel pour le patient. Trouve-nous des kiosques. Trouve-nous des iPads. » Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, les gens comprennent enfin qu'il faut passer par la cybersécurité. C'est rendu excitant de parler de la cybersécurité. C'est rendu excitant de parler de gouvernance de la donnée. Donc, parfois, j'ai comme envie de revenir à l'ancienne moi, là, puis de dire « T'en fais pas, ça va aller dans le futur. » Puis, tu peux continuer à arriver à l'hôpital Zen puis à l'hôpital Vert. Ah, c'est cool. Luc, Je suis en train d'essayer de mettre à jour... ta boule de cristal. Oui, sur mes dernières l'innovateur en données. chef devrait avoir une boule de cristal. Non, mais on fait face à quelque chose qui est troublant parce que ce rapport-là et cette œuvre-là collective était nécessaire parce que pour une des premières fois, on se retrouve dans des situations qui sont sans précédent. On a vécu plusieurs vagues de transformation technologique où on a toujours été plus performant, plus connecté, accès à plus d'informations, mais on n'avait jamais fait face à une technologie qui peut rivaliser avec le jugement humain, la création, la capacité de rédiger, l'interaction, d'être capable d'évaluer des situations, poser, prendre des décisions, peut-être meilleures que nous ou peut-être à notre place. Fait que là, ma boule de cristal, finalement, elle a été beaucoup basée sur qu'est-ce que les historiens, les philosophes, les sociologues, les anthropologues peuvent nous enseigner. Puis là, je me suis dit, ils doivent bien rire de nous autres, les technologues. Ça fait des décennies qu'on brasse l'innovation, mais sur l'innovation humaine, comment faire une société qui marche bien. Ce n'est pas les technologues qui peuvent y arriver, hein, c'est vraiment plus les sociologues. Donc, ma boule de cristal, premièrement, à haut niveau, c'est de s'assurer qu'on demeure et qu'on reste des communautés qui sont bienveillantes, mieux connectées, qui se mobilisent autour de projets communs, qui bâtissent des choses, qui font qu'on est bien, que les gens sont heureux de vivre ensemble, en santé, éduqués, allumés, proactifs, positifs et qui avancent à l'échelle d'une communauté. Hein. Le Québec, c'est une communauté. Chacune de nos municipalités, villes, c'est des communautés, de nos quartiers, de nos édifices. Moi, c'est ce que je nous souhaite. Je pense, continue, je sais que tu en as pour... tu es capable d'en mettre plus. Ça, c'est peut-être à haut niveau. Sur l'intelligence artificielle générative en particulier, ce qui est important, moi, ce que je nous souhaite, là, c'est que
maintenant qu'on a des grands langages de modèles qui sont capables d'analyser un grand volume d'informations non structurées, des dossiers patients d'un côté, et qui sont capables d'absorber l'ensemble de la connaissance médicale. Et c'est ça, j'essaie de me mettre à jour sur les données. On parle à chaque 7 à 9 ans, l'ensemble des publications, le volume de publications médicales double. Donc, l'ensemble de la connaissance médicale qui a été développée jusqu'à aujourd'hui, d'ici environ 9 ans, va doubler. C'est pas beaucoup quand même, parce que souvent, on utilise la loi de Moore pour dire que c'est à tous les 2 ans que ça double. Ben oui, mais quand même ici, et là, étant donné que c'est les professionnels de la santé qui sont ceux qui déploient la connaissance médicale, mais les professionnels de santé ont une limite d'être capables d'être à jour sur l'ensemble des meilleures pratiques, sur l'ensemble des possibilités. Donc, d'avoir des outils d'intelligence artificielle pour assister les professionnels de santé, leur proposer des réponses, des traitements possibles, de leur faire découvrir. On parle de découvrabilité. Hey, Amazon puis Spotify nous proposent tel nouveau truc, tel nouveau livre basé sur ce que l'on fait. Bien, pourquoi est-ce que nos professionnels de santé ne se font pas aussi amener l'information pertinente à jour sur les nouveaux traitements, pertinents au bon moment, ou proactivement, en étant capable de voir la situation de nos patients et en détectant des situations qui pourraient dire « Ah, dans le cas de telle et telle situation, il y a telle et telle nouvelle démarche médicale éprouvée, publiée, qui pourrait être pertinente. » Moi, je pense que dans l'assistance, l'augmentation de nos professionnels de santé à leurs décisions cliniques, il y a une piste là. Puis l'augmentation de nos professionnels de santé dans leur effort administratif. Être capable d'éliminer tout le travail ou réduire au minimum le travail administratif que nos professionnels de santé ont à accomplir par des agents intelligents, moi, je vois une autre piste là-dedans. Puis, ce qui est important, puis je pense, souvent, quand on parle de l'IA, on parle, c'est-tu human-centric ou technology-centric? Donc, on est-tu dans un mode, parce que là, il y a des gens qui voudraient que ce soit automatique, mais est-ce que tu vois ou vous voyez ça, ou c'est... Puis là, tu as parlé d'augmentation, puis je ne dirais pas mon opinion, mais je veux vous entendre. Est-ce que c'est l'IA qui vient augmenter la capacité des humains pour qu'ils se concentrent plus sur du travail qui est beaucoup plus pertinent, ou c'est la technologie qui prend le contrôle? Là, j'essaie d'imaginer dans le futur. Anne? Mais je pense que c'est une collaboration entre les deux. C'est vraiment une danse où il y a un processus. L'IA arrive au bon moment et l'humain réapparaît au bon moment. Puis ce processus-là, le danger, c'est créer des processus dépourvus d'humains. Le danger, c'est aussi de créer une dépendance excessive où les gens vont commencer ou vont avoir peur de perdre leurs compétences. Il faut aussi être vigilant sur tout le volet hallucination. Donc, l'humain va demeurer et doit demeurer important à chaque étape. Et il faut développer l'humain autour de ce qu'amène l'intelligence artificielle. Le jugement critique, comment rester engagé. Tu sais, on a tout le temps un collègue ou une collègue qui « Ah, moi, je fais juste appliquer ce que le patron a dit. » Puis, on a toute la même réaction face à ces personnes. Puis, imaginez-vous l'augmentation de la démobilisation si on demande aux employés, aux professionnels de la santé, faites juste appliquer le résultat créé par l'intelligence artificielle. C'est qu'on ne critique pas. Là, exactement. On appelle ça la déresponsabilisation professionnelle, essentiellement. Donc, c'est pour ça que ces processus-là doivent toujours avoir un humain au bout. Puis cette dépendance excessive-là aussi, il faut être vraiment vigilant. Donc, le temps qu'on arrive à décharger un professionnel de la santé, disons grâce à l'intelligence artificielle, bien, il faut s'engager comme réseau de la santé de dédier une portion de ce gain en performance-là pour une continuité de développement. Parce que l'IA avance très vite. Donc, il faut continuer à développer les gens et former les gens pour qu'ils puissent continuer à utiliser l'intelligence artificielle et se sentir responsables et compétents. Donc, un outil d'aide à la tâche
plus qu'un outil automatique qui fait, puis qu'on dit on prend le résultat, puis on critique pas le résultat. Parce que c'est sûr, l'IA peut être bonne dans 99% des cas, mais si le 1% qui arrive, tu te poses la question, tu dis, elle était bonne dans 99, le 1%, tu te mets en question, puis tu dis, bien, je suis mieux d'utiliser le résultat de l'IA. Là, on a un problème. Là, on était sobre pour le futur, là, mais on voit-tu l'IA comme il n'y a plus de souris, on fait que parler? Comment on voit le quantique quand ça arrive dans ce mode-là? Ça fait quoi dans ces choses-là? Ça va-tu nous bouleverser? Ça, là, c'est là que l'animateur prend un certain contrôle parce que vous ne la connaissiez pas, la question. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Comment vous voyez là, on vient d'avoir le gros Big Bang de l'IA générative, mais le prochain Big Bang, là, quand est-ce qu'il se passe? Tu me regardes, hein? Oui, oui. Écoute, c'est sûr, là, tu as mentionné le quantique, donc est-ce qu'on va aller là-dedans? Là, on n'a pas de boule de cristal. Il peut tout arriver, Alain. On le Tout sait. arriver. Mais c'est sûr que la prochaine technologie de rupture qui va vraiment nous bouleverser, on pense beaucoup au quantique. Découverte de médicaments en premier. Mais plus loin, tous les problèmes de logistique. Puis on ne sait pas, en fait, où est-ce que le quantique pourrait être pertinent, utile. Là, en ce moment, on essaie de se doter au Québec de différentes plateformes de calcul quantique pour essayer les choses, donc développer les cas d'usage et tout. On explore, là. Mais ça se peut. Ça se peut que dans 10-15 ans, là, tu l'as dit, ça nous change. découverte du médicament, c'est le quantique. Les matériaux aussi, oui, les matériaux. Ah ben oui, c'est vrai. Parlons-en un petit peu de la découverte de médicaments. C'est clair, Alain, avant même l'avènement de l'ordinateur quantique, avec la puissance de calcul et l'intelligence artificielle qui va être déployée et la mise en disponibilité des données cliniques, des données de recherche clinique, c'est-à-dire d'être capable. Les prochains médicaments vont être, la découverte va être propulsée par des engins d'IA qui vont amener la capacité d'identifier des molécules, des situations précises ou des traitements qui vont arriver à élucider des mystères d'aujourd'hui. C'est vraiment on va faire face à toute une nouvelle vague de découvertes scientifiques à cause de cette capacité-là que nos scientifiques vont avoir avec eux. Et là, on parle avant même le calcul quantique. Au niveau des matériaux, là, c'est intéressant. C'est un autre domaine. La capacité que les systèmes quantiques, ça, c'est un univers fascinant. Les caractéristiques quantiques sont différentes de la physique normale, ce qui permet de créer des senseurs, par exemple, des senseurs qui permettent de détecter l'ensemble de phénomènes par rapport à un équipement ou par rapport à un humain, sans avoir à essayer de tout mesurer, sans avoir à essayer à tout connecter, sans avoir à essayer de mettre des points de contact partout. Les senseurs quantiques peuvent amener des diagnostics d'une façon nouvelle qui sont assez quand même fascinants. Pour vous donner une image un petit peu de ce que c'est le quantique, les ordinateurs quantiques par rapport aux ordinateurs classiques, imaginez-vous que vous rentrez, c'est toujours la même image, imaginez-vous que vous rentrez dans une grande bibliothèque où il y a plein de livres et vous cherchez une information. Un ordinateur classique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir chacun des livres puis il va regarder dans chacun des livres si l'information est là. Un ordinateur quantique, il va ouvrir tous les livres en même temps. Donc, ça va devenir exponentiel, la rapidité de pouvoir faire des calculs avec les ordinateurs quantiques. Ceci dit, il nous reste 8 minutes. J'aimerais vous entendre chacun 2 minutes, puis je vais me garder un petit 2 minutes, mais je suis sûr qu'ils nous coupent après 8 minutes. C'est ce qu'ils m'ont dit. Coupe le son. Dans ce cas, c'est Luc qui va être le dernier. Comme ça, je vais avoir le... Non, ça m'est arrivé trop souvent. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Vas-y. Commence, Daria, s'il te plaît. Daria, commence. OK, parfait. Si vous aviez un message ou 2 à donner aux gens dans la salle, par où il commence? Comment? Votre message. Mon message... je ne répéterai pas MedTech Plus, là, c'est déjà fait. Moi, mon message... J'ai parlé beaucoup de l'écosystème, de la richesse de l'écosystème qu'on a développé au Québec.
Puis on vous a dit, essayez, c'est une richesse, profitez-en, mais j'aimerais aller plus loin puis de dire, en fait, vous faites partie de l'écosystème parce que on a fait une découverte, on a parti une entreprise, on a développé une technologie, on a soutenu l'entreprise dans sa croissance, mais l'entreprise, elle a besoin de qui? Elle a besoin des acheteurs, des premiers adopteurs. On a besoin des gens. Elle a besoin des gens qui vont lui dire c'est quoi le besoin, développer le produit, continuer. Donc, la croissance de ces entreprises, elle dépend aussi de vous. Donc, soyez un membre de l'écosystème actif. Dites de quoi vous avez besoin et utilisez cette richesse, puis nourrissez-la par le fait même de l'utiliser. Donc, on a de l'expertise au Québec, puis on peut l'utiliser aussi. Oui. Je vais aller avec toi, Anne. Je souhaite vraiment qu'on soit capable de se repenser. Tu sais, on est en train d'accélérer à certains endroits, tu sais, avec la médecine de précision, avec des diagnostics qui vont de plus en plus vite. Puis d'un autre côté, on comprend qu'il faut décélérer à certains moments, tu sais, pour inclure le patient et ses proches, pour pouvoir prendre le temps d'innover, pour pouvoir prendre le temps de se faire former. Mais dans cette accélération puis décélération, on n'a pas encore réussi à trouver le rythme, parce qu'on bâtit toujours sur la même route. Moi, je pense qu'il faut créer d'autres routes aussi. Pour avoir ce terrain de jeu-là, pour réfléchir ensemble. Donc, dans ce courage-là, c'est de repenser aussi des mécanismes de, aussi, qu'on pense qui est vraiment cristallisé, comme les appels d'offres, la façon qu'on interpelle avec... je sais, mais je pense que c'est... On a juste 5 minutes, là. Je sais, mais je pense que c'est vraiment important qu'on puisse savoir, tout le monde, qu'il y a des appels d'offres basé sur la qualité. Il faut arrêter de penser que c'est toujours le plus bas soumissionnaire. Je pense qu'il faut du courage aussi de demander cette qualité-là. Et c'est important qu'on le fasse. Est-ce que Mme Biron est ici? Non. Donc, c'est mon message. J'ai parlé beaucoup d'humanité, mais parfois, il faut... Je pense que la façon d'être la plus humaine au monde, c'est d'être le plus pragmatique aussi. Puis ça, c'était mon côté pragmatique. Voilà. Moi, je dirais là-dessus, quand vous allez descendre l'escalier, moi, je l'utilise, la citation de Charles Darwin, là, qui dit « c'est pas les plus forts, c'est pas les plus intelligents qui vont gagner, mais c'est ceux qui sont constamment en mouvement dans ces affaires-là. » Donc, il faut se remettre en question et revoir les choses. Et donc, ça va dans ton message. Luc? Moi, ça revient... C'est ce que j'allais dire, Alain. Moi, ce que je dis aux gens, ce que je vous demande, là, c'est attendez pas. Parce qu'au Québec, ce qu'on ne réalise pas, là, c'est... Là, je suis l'innovateur en chef du Québec. Là. On se dit bien innovant, bien créatif au Québec, mais on est la province qui est les derniers à adopter les technologies. En Amérique du Nord, on est les derniers qui adoptent les technologies. Dans le monde, on est dans le déclin en termes d'adoption, de développement des technologies, tandis que tous les pays de l'OCDE sont en progression. Fait qu'il ne faut pas attendre. Là. Dans nos cliniques, quand on voit des problèmes, il ne faut pas attendre que la solution nous tombe du ciel. Il n'y en aura pas de solution magique. Il faut se mettre en mouvement. C'est peut-être là qu'il le rejoint. Il faut essayer des choses. Qui ici, je pose la question, ne soyez pas gênés, mais qui ici a joué avec ChatGPT déjà? Un petit peu? Bon, là, on a du monde qui ont déjà commencé à voir de qu'est-ce que c'est ça. Bien, c'est là qu'on apprend c'est quoi. C'est là qu'on apprend les possibilités. Quand on joue avec, quand on essaye des choses, quand on expérimente, quand on se met en action, quand on entend... Quand nos jeunes sont bons là-dedans, ils disent « Mon Dieu, comment ça se fait que ça marche de même? C'est donc bien niaiseux. » Bien, cette voix-là, quand on vieillit, elle s'efface. T'sais. Nos jeunes voient les choses qui sont donc bien niaiseuses, que ça marche de même. Mais quand on voit des choses qui sont donc bien niaiseuses, que ça marche de même, ça, c'est le petit signal qui nous dit, bien, fais donc de quoi? Essaye de trouver, parle à ton fournisseur, parle à tes collègues, regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs, vois s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être déployé. Si ça ne marche pas, pense à en inventer, mais faites quoi? C'est ça qui est important. Donc, si on emballe tout ça, là, dans un premier temps, on a regardé l'écosystème pour les messages, pour se rappeler. On a regardé l'écosystème. On sait qu'il y a un écosystème fort. On sait qu'il y a des organismes qui peuvent aider des entreprises, dont MedTech+. Moi, je pioche le clou, c'est tout. On a regardé qu'il y a des applications qui existent, puis que, dans le fond, on a dit aussi qu'il faut dire à nos fournisseurs, il faut aller voir nos fournisseurs et dire « Hey, veux-tu regarder mon problème, puis de regarder qu'est-ce que tu peux faire avec » pour les inciter à innover.
puis de dire, bien, il y a des programmes, puis on peut peut-être regarder avec des RSRI comme MedTech Plus. Elle va m'aimer, Anne Kim. Ils sont gênés, là. Elle est rendue gênée. Bon, OK, j'en excuse. Que ça s'en vient, hein? L'IA va venir, est là, puis elle est là pour rester. Il faut la suivre, cette IA-là, il faut être en mouvement, puis il ne faut pas attendre pour y arriver, pour l'adopter le plus vite possible. Mais moi, je dis souvent la méthode des petits pas, mais des petits pas rapides. Donc, on y va, mais petits pas rapides dans le contexte. Et j'espère que ces messages qu'on a parlé, merci beaucoup à vous trois d'avoir échangé. J'espère que ça va vous donner le goût d'aller chercher de l'information, Conseil d'innovation, MEI, les programmes, MedTech, les RSRI, vous informer par rapport à ça. J'espère que ça va, vous allez parler avec vos fournisseurs le prochain meeting que vous allez avoir, vous dire, c'est quoi ton plan, ton roadmap sur l'IA dans les prochaines années? Puis, 90 des gens vont avoir adopté le rêve de réaliser le rêve de Daria. 90, c'est correct? C'est bon. 95, c'est mieux? Attendons pas. OK. Donc, en espérant, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup.